2 jours de réflexion sur l'état des lieux du secteur du tourisme au Bénin. C'est à la faveur d'un séminaire national organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Cette rencontre, animée par des experts du secteur du tourisme, des femmes et hommes de culture, a porté sur le thème « Tourisme et culture au Bénin ». État des lieux et perspectives. Ce thème parce que l'Académie a pour parrain le président de la République. Or, notre gouvernement a inscrit dans son PAG le tourisme comme moteur du développement. Disons le tandem tourisme-culture comme moteur du développement. Nous avons estimé qu'étant des ouvriers dans le champ du gouvernement, dans le champ du Bénin, disons, sur le chantier de la construction nationale, nous devrions aider à réaliser certains points du PAG, dont justement faire du tandem tourisme-culture un tremplin du développement. Les travaux de ce séminaire ont démarré ce jeudi 17 novembre 2022 par une cérémonie d'ouverture, présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts. Je voudrais, au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Babalola Jean-Michel Abimbola, en remercier chaleureusement les organisateurs qui ont compris les enjeux du tourisme et de la culture dans la stratégie de développement de notre pays. En effet, en articulant les assises d'aujourd'hui sous le thème « Tourisme et culture et état des lieux », la réflexion va sans doute embrasser l'ensemble des questions liées à ces 2 sous-secteurs, qui constituent avec la composante art les axes d'action prioritaires du ministère en charge de la culture et de l'ensemble des investissements du gouvernement. On sait depuis longtemps la place qu'occupe le tourisme dans l'économie d'un pays, à travers le flux de capitaux qu'il génère, la chaîne d'emploi qu'il crée, la croissance qu'il induit et l'impact qu'il produit sur le produit national brut. Le tourisme constitue pour les États un levier essentiel pour la production de richesses et l'essor des pays. C'est pourquoi, dès l'avènement du gouvernement de la rupture, ce secteur a bénéficié d'une attention particulière à travers le programme d'action du gouvernement. Considéré comme le 2e pôle d'investissement après l'agriculture, il a suscité plusieurs projets d'envergure estimés à 700 milliards de francs CFA, et dont les principaux sont le positionnement du parc naturel de la Pendjari, la réinvention de la cité lacustre des Granviers, la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et la réhabilitation du site palatial environnant à Abomey, la construction du musée international du Vaudou et la réhabilitation des musées à Dandé et Romain à Porto Novo, l'aménagement et la mise en tourisme d'une route des couvents, l'aménagement et la mise en tourisme du circuit route des Tatas dans les communes de Natitengo et de Boukombe, la reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouida, la construction d'un complexe touristique marina près de la porte du non-retour à Djegbadi, Ouida, l'aménagement d'une station balnéaire Déception Havre-Lekete. Tous ces projets sont placés sous l'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'agence de l'ANPT. En plus de ces projets, plusieurs réformes sont engagées afin de créer un écosystème à la fois juridique, institutionnel, structurel et financier favorable à l'essor du secteur. La cérémonie d'ouverture a été suivie d'une visite touristique guidée au domicile de l'ambassadeur Iyaba. Notre séminaire a été ouvert par le directeur du cabinet, le ministre de la Culture, c'est M. Éric Tota, c'est le directeur du cabinet président du ministre Donc ça c'est très bien. Donc je vais lui confier le site alors. Et ça c'est le tourisme. C'est une bibliothèque que j'ai commencé à constituer venez. 70. Oui, depuis 1970. Donc j'ai aussi même une collection de cartes anciennes
commencé, j'ai une bonne collection. Oui. Donc, et ce qui m'a lancé même dans ces recherches, c'est un livre que j'ai découvert auprès d'un bouquiniste là, Chamonal. Et c'est le Code noir. Ah, le fameux Code noir. Le fameux Code noir. L'original ici, oui. Et oui, Louis le 14e. Louis XIV. Oui, j'ai l'original ici. Non, c'est ça. Donc, c'est ça qui m'a lancé dedans. Oui. C'est ça qui m'a lancé dedans. Ah, oui, c'est ça qui m'a lancé dedans. Et j'ai eu, mais ce monsieur Chamonal, là, il est décédé par son âme. Il est venu même me voir au Japon. Oui, il est venu me voir au Japon quand j'étais en poste là. La première journée du séminaire s'est poursuivie dans l'après-midi avec diverses communications d'experts sur différents aspects du tourisme au Bénin. Ici, je vais vous présenter, si vous en êtes d'accord, l'essence même, le cœur du moteur de ce que nous sommes en train collectivement de mettre en place sur le volet tourisme inspiré de la vision du chef de l'État à travers le PAG 1 et 2. Il se compose essentiellement dans les projets suivants. Le parc de la Pendjari, c'est on va dire, le premier produit sur lequel nous étions tous d'accord après la délégation de gestion confiée à African Parks, une ONG sud-africaine, où on est conscient de sa richesse et de ce que ça représente un des spots de notre destination. Effectivement, aujourd'hui, nous avons quelques difficultés liées à l'aspect sécuritaire, pas dans le parc, mais autour du parc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'entendez pas forcément toute la promotion ou tout le bruit qui aurait dû être fait autour de ce parc aujourd'hui. Alors, il faut quand même savoir que beaucoup d'investissements ont été réalisés déjà, qu'une piste d'atterrissage a été construite dans le parc, ce qui permet de partir de Cotonou et de se poser directement dans ce parc-là. La population animale est protégée et on fait l'essentiel pour réintroduire de nouvelles espèces, l'élan de Derby notamment et le rhinocéros noir. Derrière ce joyau, nous avons un autre, pas moins important, qui est la cité lacustre de Gambier. Située à peine 25 minutes de Cotonou, la cité lacustre de Gambier est un vrai défi d'abord sociétal avant d'être un projet touristique. Nous avons sur le plus grand village lacustre africain plus de 30 000 personnes qui vivent sur l'eau. Ces 30 000 personnes, il ne s'agit pas de les déplacer, il ne s'agit pas de les transformer en animaux de foire que les étrangers viennent voir sur l'eau, mais il s'agit de combiner leur art de vivre sur ce site naturel et l'exception de visite que représente le parcours sur ce lac pour le visiteur. C'est vraiment un défi. Aujourd'hui, vous savez qu'on a apporté donc l'électrification sur le site. Les projets d'adduction d'eau potable sont en cours. Un collège est en cours de construction. Il y aura un centre de santé. Il y aura des équipements communautaires. Il y aura des marchés flottants. Il y aura un nouvel embarcadère. Donc, progressivement, dès 2024, ce projet-là devient une réalité. Aujourd'hui, on peut déjà commencer à voir tel qu'il est, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qu'on veut, qui ressemble au Bénin de maintenant. Donc, on y travaille tous les jours, de façon à transformer, à conserver la tradition, mais à la moderniser sans la déformer.
le patrimoine culturel dans son ensemble est vraiment d'une importance particulière. Et il est vraiment intéressant qu'on puisse réfléchir autour pour voir comment on peut le valoriser. Au sein de ce patrimoine culturel, il y a le patrimoine archéologique, autour duquel des résultats de recherche ont été obtenus et permet de donner du contenu. J'ai mis exprès cette phrase en gras qui m'a bien plu dans l'annonce, qui permet de donner du contenu et qui permet d'éviter l'aspect pittoresque sans importance et sans signification profonde. Quand vous voyez même autour du patrimoine culturel le discours qui est tenu, vous sentez vous-même qu'il n'y a pas vraiment de contenu. Il faut donc tenir compte des résultats de recherche autour de ce patrimoine pour donner la profondeur historique et le contenu, ce qui manque parfois. Vous visitez les musées, les guides eux-mêmes n'ont même pas le bagage qu'il faut. Ensuite, à partir de là, puisque les sites sont sur des territoires, on peut aboutir facilement au développement local si on s'organise bien. Et donc, ici, je parle des sites archéologiques pour vous proposer quelques circuits touristiques. Donc, le premier circuit, c'est la route du sel dans le circuit touristique de la route des pêches. Il se fait que, dans le cadre de la route des pêches, un fruit du hasard, parce que pour que l'archéologie s'invite, c'est vraiment un fruit du hasard. C'est un archéologue de ERM qui est... ERM, c'est le cabinet de la banque qui devait financer la route des pêches. S'est retrouvé au Bénin. En allant à la porte de non-retour, il a remarqué qu'il y avait des sites archéologiques. C'est effectivement dans les encablures de la route de la porte de non-retour. Ça a été détruit. On n'a pas pu sauvegarder. Et quand l'étude d'impact a été faite, c'est lui qui a obligé la banque à faire appel à un archéologue. Ce n'est pas du tout les Béninois. C'est pas du tout au Bénin. C'est venu de là où on a été obligé de me solliciter. Et sur la route des pêches, on a retrouvé toute une série de cultures qu'on ne connaissait pas. Et ici, ce que vous avez là, vous voyez la forme ronde, c'est les ruines d'un habitat qui a existé dans cette zone. Adunko d'abord, Adéoti a d'abord détruit tout ce qu'il y avait là, de ces habitats-là. Et les premiers habitats ont réellement commencé à Kyo plage, où on a ces habitats-là. Et vous avez parfois ces habitats associés à des amas coquillers. Les amas coquillers, c'est une autre culture qui est valorisée un peu partout. Chez nous aussi, on l'a, mais bon, personne n'en tient compte. Donc, vous avez les habitats à côté des amas coquillers. Et le 1er août passé, je suis arrivé sur le site et puis j'ai vu que le site était déjà détruit et sa tombe devait passer. On a fait arrêter la voie pour fouiller et comprendre ce que c'est. Et c'est là où on découvre une culture exceptionnelle. Alors, malheureusement, on ne voit pas bien. Vous allez voir que c'est de la poterie que vous avez à foison. Et vous allez voir que c'est en forme de pente. Attends, voilà. Vous allez voir que les dépôts sont sous forme de pente. Vous voyez ça, c'est sous forme de pente là, tout le temps. Donc, l'enquête montre que c'était des sites de production de sel. Donc, pour produire le sel, ils avaient besoin de la poterie à foison. L'enquête est en cours pour bien localiser d'où venait la poterie. Nous sommes éduqués de telle sorte que nous voyons sans voir, nous ne voyons pas le côté esthétique des paysages, ni des cours d'eau d'ailleurs. Nous ne voyons pas le caractère didactique des sites et vestiges historiques. Bon, je reviendrai peut-être là-dessus. Or, justement, ce que nous ignorons, ce que nous voyons sans voir, c'est cela que cherche le touriste. C'est cela qui peut l'intéresser. Et quand on ne lui montre pas, ben, il ne connaît pas. Je pense donc que le développement du tourisme au Bénin passe, entre autres, évidemment, par l'exploitation du potentiel touristique de ce pays profond. Il s'agit d'amener les touristes un peu en dehors de ce qu'ils connaissent déjà pour les amener vers les sites, vers quelque chose qu'ils n'ont pas encore découvert. Et ce quelque chose se trouve, selon moi, en dehors de Cotonou, de Porto Novo, de Ouida, d'Abomey, que l'on connaît déjà.
Donc ce regard, il est négatif parce que il ne nous permet pas d'exploiter le potentiel. Nous avons une belle illustration de ce regard inhibiteur, de ce mauvais regard, je dirais, dans une œuvre littéraire, c'est L'Art fétiche de Jean Pliat, qui nous parle d'un Iroko sacré sur lequel nous tombons parce qu'il est question de faire une route qui doit aller d'Abomey jusqu'à Sinoué. Et donc, au milieu du tracé prévu se trouve un arbre fétiche. Et on dit la route ne peut pas passer par là, il ne faut pas toucher à l'arbre parce que au temps de Tegbessou, on en a parlé tout à l'heure, l'arbre a joué un rôle. Alors, il est craint. Et le bûcheron qui a tenté de l'abattre, il l'a payé de sa vie. Donc là, on n'y touche pas, il n'est donc pas question de le présenter comme une attraction touristique. On le craint, il est là, alors qu'il pourrait être intégré à un circuit touristique. Je vais au-delà de ce récit fictif de Jean Pliat. Il y a d'autres récits qui montrent un fleuve sacré, il ne faut pas y entrer, il ne faut pas l'approcher. Je vais au-delà de ce récit fictif, des récits fictifs pour dire que de tels arbres, de tels paysages, on les trouve en d'autres endroits du Bénin et en particulier du pays, dans le Lomé d'où je viens. Je crois, j'en parle depuis un certain temps, il faut développer le tourisme à l'école, c'est-à-dire amener les écoliers, ça commence déjà à se faire, mais il faut généraliser cela, amener les écoliers, les élèves à visiter les lieux de mémoire déjà de chez eux, tout ce qui peut représenter un intérêt historique et touristique chez eux, faire en sorte que, par exemple, avant la fin du premier cycle, tout élève soit obligé de connaître tous les lieux de mémoire et tous les lieux historiques de sa commune, et qu'avant le baccalauréat, enfin avant la fin de la terminale, tout élève connaisse au moins un autre lieu de mémoire d'un autre département. Quel est l'état des lieux du patrimoine au Bénin? L'état des lieux actuels, je l'ai imaginé selon 3 périodes. Il y a la période précoloniale, période avant les conquêtes coloniales. Les éléments bâtis constituent la partie la plus visible du patrimoine culturel, matériel à partir du XVIe siècle et se présentent comme un élément de référence du bassin royal du Bénin, avec pour particularité une signification historique, architecturale, technique et culturelle. Cette période est dominée par des conflits tribaux et la traite négrière. Nous en avons quelques-uns. Les différents types d'habitats que nous avons, les palais royaux d'Abomey, les Tatars, comme on ne le dit plus, Somba, qui relève du Batama-Ribert. Nous avons les cavernes de Dobo à Gounouji. Nous avons Granvier, où ce qui frappe plus le touriste, c'est l'ingénierie architecturale. Mais tout ceci relève quand même des systèmes de défense. Nous avons les ouvrages de fortification considérés comme des systèmes de défense, comme je viens de le dire. Le professeur l'a montré tout à l'heure. Les murailles en pierre sèche d'Abeokuta, les murailles en pierre sèche de Fididi, les fossés d'enceinte d'Abomey, à Gongonto et sais-je encore. Nous avons les vestiges liés à la traite négrière. Là, nous avons les hôtels portatifs à Sessinou, dans Dodomé, à Zobodomé. Nous avons la prison des captifs de Banyamé. Nous avons la cour interne du parc d'esclaves de Wansougon. Les vestiges liés aux menottes à Tozou, dans Banyamé. Alors, à partir de cette période précoloniale, nous venons vers maintenant la période coloniale, qui se situe entre 1890 à 1960.
Le bâti à l'architecture afro-brésilienne est l'expression identitaire imposée par le colonisateur en vue d'effacer les vestiges de la royauté. Aussi, il y a les vestiges issus de cette guerre entre la France et ses alliés contre le royaume de Dahomey. Nous pouvons imaginer sur la photo, c'est quelques bâtis au type occidental. Nous avons la construction du WAF qui a complètement disparu parce qu'on n'a pas la notion du patrimoine. Tout est parti, le WAF de Cotonou. Nous avons l'épave du navire Brune des Britanniques à Naïnou-Toba, qui est cisaillée chaque jour presque. Nous avons les vestiges de la conquête coloniale. Et ces vestiges, je les ai retrouvés à Demouta, à 5 km de Kokissa, pendant la conquête coloniale, plus précisément en 1892, où nous avons les pièces de francs français retrouvées dans la canonnière du général Dodds, appelée la Topaze, qui a échoué d'ailleurs dans l'un des affluents du fleuve Zou. Nous avons une pipe qui a été retrouvée dans la canonnière. Là en bas, nous avons le canon qui a été tiré, mais qui est encore là jusqu'à aujourd'hui, que j'ai demandé à la population quand même de l'enterrer, tout en eu le détail si on veut visiter. Le canon là ne s'est pas explosé, qui a été tiré en 1892 à partir de la canonnière. Le palmier qui est debout était le plus grand palmier, mais qui a reçu l'un des canons. Mais malheureusement, faute de notion de conservation, ils l'ont coupé. Ils ont coupé finalement le palmier parce qu'il y a un problème de litige domanial qui s'est posé. Nous avons encore les images de cette conquête-là, où présentement le Bénin a opté pour une destination plus attractive. Et l'image de notre destination est portée par la statue de l'Amazone, suivie directement de la statue de Biogara, placée devant l'aéroport de Cotonou. Mais ces deux statues relèvent de la conquête coloniale, de la bataille de la conquête coloniale. Alors, nous avons en ce moment, ces deux statues ne sont pas pour l'instant des produits touristiques, mais c'est des référentiels touristiques. Et si nous voulons créer leurs produits touristiques, il faut construire maintenant la route liée à ces deux statues. Et cette route-ci, c'est la route liée aux Amazones de Dahomey. À partir déjà du Zobo, le doux combat de Zobo, passant par Calavi, ils sont rentrés déjà à partir d'Achoupa, Doba, Kotokpa, Kokissa, Kanan et Abomey, avant que la route du maquis du roi Béanzin ne s'en suive. Alors, j'exhorte chacun à jouer sa partition dans la construction de la cité à travers cette formule pleine de sens. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. À travers cette logique, il convient d'exhumer les différents résultats de ce séminaire afin de les transmuter pour qu'ils génèrent le développement. Chaque production artisanale que l'on fait dans les villages, quel que soit le domaine, que l'on fabrique une pipe, ou une poterie ou bien un panier, ça a une originalité. Il faut sauvegarder cette technologie-là. C'est ça qui permet de lui préserver sa capacité de repère identitaire. Si la technologie n'est pas sauvegardée et maintenue, ce n'est plus un repère identitaire. C'est complètement dénaturel. Et en Afrique, la vie culturelle, sauvegarder voudrait dire alors qu'on sauvegarde l'authenticité de la vie culturelle. Une vie culturelle dans tout pays est totalement est différente de ce qui se passe ailleurs. On a plusieurs groupes sociaux à vivre sur le même espace. Chaque groupe a son authenticité. Et c'est ça là qu'il faut s'employer à sauvegarder pour nourrir le tourisme dans son aspect actuel. Je ne veux pas utiliser le mot moderne. Si l'éducation de type occidental
totale en vigueur en Afrique depuis plusieurs décennies s'avère irréversible, elle devrait prendre en compte les cultures des divers peuples du continent afin de permettre l'affirmation de son identité dans les divers secteurs de son développement. Sachant que les cultures africaines sont dominées par l'oralité, une place primordiale devrait être accordée au patrimoine immatériel, que l'UNESCO définit en ces termes. On n'entend pas patrimoine culturel immatériel, bien sûr, les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés. Ça, c'est les textes fondamentaux qui ont été repris en 2003. En Afrique en général et au Bénin en particulier, le patrimoine immatériel couvre la plupart des domaines de la vie des peuples et constitue le principal repère de son identité. Il se manifeste dans tous les domaines de la vie communautaire, comme le précise encore l'UNESCO. Les traditions et expressions orales, y compris la langue, comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, aussi dans les arts du spectacle. C'est-à-dire, tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de spectacles dans nos villages. Même au clair de lune, il y a des spectacles. Quand il y a un petit rituel, il y a toujours chant et danse. Mais si on doit faire une petite libation à côté, il y a toujours un spectacle. Donc ça fait partie de notre patrimoine immatériel. Il y a aussi les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. Vous savez, dans les milieux, dans nos villages, les gens savent comment préserver une forêt sacrée. Ils savent comment préserver un arbre qui a une importance historique à venir. Ils savent comment le faire. Tous ces savoir-faire-là, où est-ce qu'on peut les retrouver? Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de nourrir le tourisme de type nouveau. Au Bénin, nous avons les expositions, les salons, les foires, les fêtes identitaires qui constituent des offres, Novicha, Wemenwe, la Gani et autres, et les fêtes religieuses qu'on connaît, comme on appelle le 10 janvier, la fête du Vaudou, ou encore la fête des religions endogènes, les pèlerinages des chrétiens à Dassa, à Lada, à la plage ici, c'est Podji, où on voit beaucoup venir d'ailleurs pour y prendre part. Qui sont des offres temporaires, parce que d'une durabilité limitée dans le temps. À ces offres s'ajoutent les musées, on en a cité ce matin, le musée d'Abomey, le Vida, etc. Et il y en a qui viendront s'ajouter bientôt. À ces musées s'ajoutent les palais royaux, qui sont les deux. Musées et palais royaux sont des offres pérennes, parce qu'elles sont là et peuvent être organisées, les visites peuvent être organisées. Alors, quand on parle d'offres culturelles, il faut tenir compte du facteur social. Le facteur social, on met dedans la demande culturelle. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Et puis, le troisième aspect dont il faut tenir compte, c'est l'aspect économique. Quelle est la rentabilité? Il ne suffit pas de faire pour faire, mais il faut faire pour que ça génère des ressources pour le dernier béninois, puisqu'il s'agit du Bénin. Alors, lorsqu'on parle d'offres, il faut également parler de l'analyse de l'offre. Il ne suffit pas de parler de l'offre, mais on l'analyse comment? Pour l'analyser, il y a des dualités. Le premier niveau de dualité, il y a trois dualités. Le premier niveau de dualité, c'est en termes de cible et d'étendue. Ici, on parle d'offres culturelles mondiales ou locales, ou de masse, comme le tourismologue le disait, ou élistique, où il nous disait qu'il ne fallait pas qu'on pense au tourisme de masse. Mais le second aspect, c'est en termes de production. Le coût de production, les facteurs de production, il faut en tenir compte par rapport aux différents services offerts. Les services publics offerts, culturels en termes de culture, et l'industrie culturelle. Pour voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, quels sont les inputs et les outputs.
Maintenant, en termes de durabilité, également, tout à l'heure je venais de parler, en termes de durabilité, il faut tenir compte de l'aspect périn ou de l'aspect temporaire de l'offre. Au Bénin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons? Et je dirais après, qu'est-ce qu'on pourra faire pour rendre plus rentable d'une manière touristique les activités que j'ai citées là. Ce n'est pas exhaustif. Nous avons des festivals, par exemple, le festival Racine, le festival Fiteb, la Gani, à Niki, le 15 août à Sabalo, Novicha à Grand Coco, le festival international du Porte Nouveau, le Oubekwe, ainsi de suite, le festival Fonio à Bukumbe. Nous avons les festivités identitaires ou communautaires au Bénin. C'est des choses qui existent. Hein. Nous avons la Gani qui est revenue, le Pama à Copago, qui est une activité que j'ai filmée récemment, où il a été procédé à l'abattage de 400 bœufs en une journée. Vous allez voir, mais lorsqu'on vous explique cette fête, lorsqu'on vous explique l'importance de l'abattage des bœufs, et là par exemple, ça ne dure pas une seule journée comme à Niki où on fait une seule journée et tout le monde s'en va. Toujours sur le plan national, nous avons les rencontres de FIPAT qui a eu lieu le mois dernier seulement, le festival international du Pal Tissé, et puis autres choses qui reviennent. Nous avons Ma Culture, Mon Futur, qui est une sorte de festival organisé par une dame au Bénin qui fait beaucoup, au Guru Fashion, qui se passe à Parakou. Alors, nous avons les pèlerinages religieux également, hein, qu'on peut capitaliser le 10 janvier, le 25 décembre avec les Célestes, mon collègue l'a dit tout à l'heure, et le 15 août à Dassa, hein, le pèlerinage de Dassa, et puis la communauté culturelle Ogoni qui va faire son pèlerinage à Savè et au Nigeria. Autant de choses. Toutes ces manifestations que j'ai citées, lorsque ça se passe, ils mettent en place un village. Ils mettent en place une foire. Et la foire fait des propositions. Or, qui sont ceux qui viennent à la foire? Ce sont d'abord des vendeurs, n'est-ce pas? Des acheteurs et des touristes qui arrivent. Et ceux-là, si on organise véritablement leur plan de tourisme, ça doit pouvoir apporter beaucoup à la communauté et au terroir. Le tourisme interne s'étoffe de certains tourismes. On en a beaucoup cité ici. Tourisme culturel, par exemple. Tourisme historique, artistique et cinématographique, parce que moi, je suis un cinéaste. Il y a beaucoup de sites touristiques, beaucoup de sites de production cinématographique qui passent aujourd'hui pour sites touristiques. Et la chanson chantée en portugais, et ça doit être au Mexique. Le site de tournage de ce clip Despacito est devenu pratiquement aujourd'hui un site touristique qui engrange beaucoup de... On fait du tourisme, on dit il y a tel Bokono qui est ici et il guérit pratiquement ce mal. Les gens se déplacent de leur lieu d'habitation pour aller s'installer dans la région du Bokono pour avoir guérison. Donc tourisme médical, je dis ça là, nous pouvons l'inscrire dans les ordres de tourisme qui agrémentent le tourisme interne chez nous. Le tourisme urbain, oui, il y a des gens, il y a des jeunes pendant les vacances qui cotisent pour aller connaître Cotonou, pour aller connaître Parakou. Ça, tourisme interne, c'est bon. Tourisme rural, j'en ai fait pour mes enfants. Il y a tourisme rural, tourisme de formation et tourisme scientifique. Il y a des colloques que vous organisez, le professeur est là, il peut démentir ou pas, je ne sais pas, des colloques que vous organisez ici. Et des gens quittent l'université de Parakou
pour venir assister. Ils dorment dans des hôtels, ils dorment chez l'habitant ou ils dorment chez un parent. Ça fait du tourisme. Le tourisme gastronomique, le professeur d'abord en a parlé, qui agrémente le tourisme interne chez nous. Parce que les 15 août, voyez-vous la grande masse qui bouge vers Savalou pour aller manger ne serait-ce que Agou, Liam Pilé. J'ai beaucoup de lots de tourisme ici, mais je ne choisis que les tourismes qui nous concernent pour agrémenter, pour achalander le tourisme interne. Le tourisme spirituel et religieux, nous en avons à foison ici au Bénin. C'est du 24 au 25 décembre, c'est mai. Tourisme spirituel. Banamé, que ça soit Dieu inventé ou pas, Banamé est là, c'est tourisme spirituel. Qu'est-ce qu'on peut appeler espace public à vocation touristique? On en a trois types, puisqu'on a trois types d'espaces publics. Il y en a qui relèvent de la voirie, relèvent des construits, et puis une autre catégorie qui relève justement des places publiques. Pour la voirie, on peut considérer que c'est l'ensemble de ces voies qui constituent le réseau routier et qui présentent un aspect relativement historique. Exemple, la route de l'esclave, quand on va à Ouida, ce sont des voies qui sont très connues, on connaît un peu comment ça se présente, mais il y en a aussi qui sont pas très connues, comme par exemple la route, elle est aussi dite de l'esclave, qui relie Abomey à Ouida en passant par Tofo. C'est vrai qu'aujourd'hui, le travail d'aménagement et d'urbanisation fait que cette route tend à disparaître parce qu'on est en train de faire un contournement qui passe, enfin qui quitte Abomey, qui passe par Agbaïzou, qui va à Lalo, qui débouche sur Tofo, rejoint la route inter-Ita numéro 1 et continue maintenant vers Cotonou. Les construits et édifices, et à ce niveau on peut citer les palais royaux. À Abomey par exemple, il y a quand même quelques efforts qui sont faits qui concernent justement le travail d'aménagement justement de cet espace-là. Dans cette catégorie aussi, on peut citer les monuments, qui sont aussi des construits qui relèvent justement du domaine du tourisme. Vous avez quelques exemples là, quelques images. À gauche, vous avez une vue de la façade du palais royal de Niki. Par exemple, et à gauche, vous avez ce que l'un des communicateurs a déjà présenté par ici, les Tata Sumba ou les Tata Tuku. Et puis au niveau de la troisième catégorie, les places publiques à vocation historique. On en a suffisamment, bon pas suffisamment, on en a beaucoup au Bénin, même si on ne les valorise pas en tant que telles. Ce sont des places qui ont un rapport avec l'histoire, ou qui sont pour rendre hommage à un fils ou à une personnalité bien connue de l'histoire. Vous allez par exemple à la place Goro pour rendre hommage à Béhanzin, mais au-delà de l'hommage qu'on rend à Béhanzin, c'est l'immortalisation quand même d'un fait historique précis, c'est-à-dire la rencontre entre les troupes et la délégation donc d'Abomey amenée par Béhanzin, et puis la vague des envahisseurs amenée par le général Dante. Vous avez les places mémorielles. Dans cette catégorie, on peut loger ce que nous avons pris l'habitude et la spontanéité de faire, notamment dans toutes nos communes. C'est à peine si chaque maison n'a pas les monuments aux morts. L'aménagement touristique consiste à façonner l'espace à des fins surtout récréatives. Elle exige une vision de prospection. Il faut évaluer surtout ce qu'on a sous la main et qui pourrait servir
d'inspiration. Aménager aujourd'hui la ville doit être une orchestration pluridisciplinaire. J'entendais quelqu'un qui disait en bas, nous n'aimons pas travailler en équipe. Alors qu'aujourd'hui, je crois que les réalités s'interpénètrent et il faut croiser les disciplines, il faut appeler toutes les sensibilités scientifiques pour contribuer justement à la création de cet environnement touristique qu'on espère. Et quand je parle justement de croisement d'éléments et d'experts pluridisciplinaires, l'urbaniste, il est là, qui peut faire un formidable travail d'aménagement de l'espace urbain afin de favoriser le tourisme. L'aménagiste aussi, un travail essentiel, un rôle essentiel à jouer dans l'affaire. Je ne vous parlerai pas de l'historien et de son importance, je ne vous parlerai pas du géographe ou bien du tourismologue. Le sujet est intitulé « Image du tourisme dans la littérature béninoise ». La littérature béninoise, d'une manière générale, nous pensons que c'est ce qui est écrit, c'est vrai, et qui vise une esthétique, c'est vrai. Mais aussi, dans la littérature, il y a un volet oral. C'est ce volet oral qui contient l'aspect chanson. Et c'est par rapport à l'aspect chanson que vous allez voir en haut notre diva nationale et internationale, Angélique Kidjo, et juste en bas, une grande étoile béninoise, nationale et internationale, Saboran Daniel. Voilà. Alors, vous voyez de l'autre côté, introduction à la littérature béninoise pour dire que le professeur Adrien Wanou, disons, tout son séjour en littérature a été, Noélie va nous excuser, a été de vendre et de vanter la littérature béninoise. Ça, au moins, on peut le dire. Hein? Voilà. Alors, le sujet, j'ai posé cette problématique-là. L'art du roman ou de la chanson suscite-t-il une envie ou une illusion si forte pour contribuer au développement touristique ou le propulser? Pour répondre donc à la question, j'ai dit tout à l'heure les motivations, donc inutile de revenir là-dessus. Nous avons fixé comme objectif général de montrer la valorisation du patrimoine par les écrivains et les artistes chanteurs béninois dans leurs œuvres. Et les objectifs spécifiques, nous avons choisi d'établir les relations entre la littérature, la création, que ce soit écrite ou orale, avec la promotion du tourisme et d'étudier les manifestations du patrimoine et du tourisme dans le roman et la chanson béninoise. Alors, les hypothèses de départ, vous voyez que je suis un schéma un peu classique, hein? Voilà. Les hypothèses de départ, l'artiste béninois, comme hypothèse globale bien entendu, l'artiste béninois promeut les trésors nationaux tel un guide touristique, et comme hypothèse secondaire, les textes écrits ou oraux des artistes béninois donnent l'impression de maîtriser la géolocalisation des sites, voire de l'histoire des peuples. Lorsque vous écoutez ou que vous lisiez, tout à l'heure, je vais revenir dans les détails quand je vais vous montrer le plan. On a l'impression qu'on maîtrise bien le Bénin à travers ces artistes-là. Ensuite, il y a cette démarche, consciente ou inconsciente, participe à l'élaboration de l'image induite. Comme nous sommes tous venus pour le tourisme, on sait qu'en matière de tourisme, il y a trois grandes images, image organique, image induite et image complexe. Alors, on va peut-être revenir là-dessus si c'est important. Résultat, nous avons les artistes béninois contribuer à la valorisation du patrimoine et à la promotion du Bénin comme destination touristique. Ensuite, on a la chanson et le roman, sont des instruments au service du développement touristique. Alors, j'ai pris la chanson et le roman. Ce n'est pas seulement ces deux genres-là de la littérature. En fait, c'est toute la littérature. Mais comme je ne peux pas faire l'éventail de toute la littérature, j'ai choisi spécialement un au niveau de la littérature écrite et un au niveau de la littérature orale. Donc, c'est une sorte d'échantillonnage. Méthodologie, il y a la stylistique, et comme nous sommes dans le domaine du tourisme, forcément la géocritique, parce que c'est une méthodologie qui prend en compte aussi bien la géographie, l'architecture et, disons, les sciences qui ont rapport à l'espace, la proxémique et autres. Évidemment, les recherches documentaires. Alors, lorsque
nous prenons certains romans écrits par les écrivains, on peut classer certains romans qui peut-être de prime abord ne sont pas classés par les scientifiques, quand je dis scientifiques, les critiques littéraires, dans le groupe des romans pittoresques. Mais quand on voit maintenant avec la loupe je vais emprunter le thème du docteur Akalogou, avec la loupe du tourismologue, on constate que ces romans traitent des questions de pittoresque. Par exemple, prenons Une pièce sans fin. C'est extraordinaire parce que quand vous prenez Une pièce sans fin, il y a un mouvement qui est procédé par le personnage principal, Aounan, qui quitte le nord pour le sud. Et c'est comme si Jean Pliat, quand il décide d'écrire les tresseurs de cordes, a dit de faire le mouvement inverse avec Rabé, qui quitte maintenant le sud pour aller au nord. Alors c'est Fatih, elle commence le morceau en disant « Tochemenyon akatouan ». Sais-tu que mon pays est beau? Donc c'est une manière de vendre le pays, son pays. Et nous savons tous. Là, nous sommes au niveau du tourisme vestimentaire. Là, nous sommes au marché, donc tourisme culinaire. Et plus tard, il y a un problème que Noélie a souligné tout à l'heure. Elle a même dit qu'elle a de beaux garçons, qu'il y a de beaux garçons chez elle. Et donc, elle a fait le tour. Voilà, Fogbonou, ouais, avec Tofa, Wando. Là, nous sommes avec Zénab et un Togolais, Centrino, très bien, merci beaucoup. Et ces séquences montrent Tokpa. Vous voyez? Mais on quitte Tokpa, bam, on nous renvoie là, dans les mangroves de Ouida. Voilà, vous voyez les informations là, Fidjosé, aéroport, tout ça, cité historique de Ouida. En moins d'1 seconde, on quitte Tokpa pour Ouida. Et on trace le circuit, on revient là. Vous voyez l'église, notre cathédrale. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu de la caméra nous montre que c'est un lieu saint. Comment? C'est vu du haut. On a élevé cet espace-là. Et nous avons vu d'ensemble. Et donc, il y a un travail que ces artistes-là font, non seulement en chantant, mais également en nous donnant à voir. Et ceux qui connaissent Ouida savent que juste devant là, nous avons le temple de Python. Et donc, c'est un travail intéressant. On ira, comme on le dit, en détail quand vous verrez le papier. Là, c'est ceux qui connaissent Ouida, quand c'est beau comme ça, c'est Casa del Papa. Non, pour ceux qui connaissent Ouida, vous voyez, voilà, c'est signalé, Casa del Papa. Alors, la particularité de ces chansons, oui, Tanguy, c'est toi qui connais les artistes, c'est Ni. Voilà. Cette particularité, c'est que c'est quelqu'un qui chante en fond, mais l'espace décrit n'est pas en fond. C'est un espace du Nord. C'est-à-dire ces chansons, non seulement tracent un tourisme, pour emprunter le terme de Davos, interne, mais également fait une sorte d'unification, comme je l'ai annoncé au départ, entre Olympe Econome, Jean Pliat. Et donc nos artistes, en réalité, ne sont pas régionalistes. Ce serait intéressant que les Béninois qui ont poussé le degré d'utilité publique à un niveau, à une griffe extrême de leur vivant, et forcément après leur mort, qu'on les érige en des exemples pour que les enfants à naître ou la jeunesse puissent s'inspirer de ces valeurs artistiques et scientifiques. Ce que je dis ne s'arrête pas aux artistes. Ça va au niveau des scientifiques. C'est vrai que c'est rare, mais ça va aussi au niveau des hommes politiques. Et comme on l'a souligné,
les Allemands n'ont pas honte de célébrer Hitler. Quand on dit célébrer, ce n'est pas pour dire que c'est l'exemple qu'il faut prendre, mais on en parle quand même. Donc il faudrait que nous arrivions là. Le vendredi 18 novembre 2022, deuxième journée de ce séminaire national, a été marquée par des travaux en atelier qui ont abouti à des recommandations regroupées dans un rapport général présenté, amendé et adopté en plénière. Pari gagné pour l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, qui vient ainsi de jouer sa partition dans le développement national, ainsi qu'il est indiqué dans le préambule de ses statuts et dans celui de son plan stratégique de développement 2022-2026. Moi, je prépare avec beaucoup de bonheur à cet atelier. Ce qui m'a intéressé dans ce rendez-vous, c'est d'abord son caractère pluridisciplinaire. J'ai remarqué qu'à ce séminaire, le tourisme n'est pas seulement une question qui intéresse fondamentalement les spécialistes affectés à la question du tourisme. Désormais, le tourisme et la promotion touristique est abordée de façon holistique, de façon pluridisciplinaire, de sorte à ce que vous retrouvez à cet atelier à la fois des gens qui sont spécialistes du tourisme, mais en même temps aussi des historiens, des archéologues. Moi, je suis aménagiste en milieu urbain, par exemple, donc a priori rien à voir avec le tourisme, mais en même temps, on constate que à la fois où on veut promouvoir le tourisme, il faut penser en même temps aussi que cela touche d'autres secteurs dont les spécialistes devraient être appelés pour la discussion. La qualité des échanges est quand même très intéressante. On a rencontré des professionnels de différents domaines. C'est important de croiser les expertises. Il y a des sociologues, des historiens, des spécialistes, des professionnels de la culture, des acteurs culturels qui sont venus partager les expériences. Ce qui fait que les recommandations qui vont découler de tous ces échanges-là vont donner à l'action gouvernementale, à l'État, des options précises et spécifiques pour agir. En 2 jours, nous avons fait des travaux fructueux. Je pense que ce séminaire a atteint les objectifs qui lui avaient été assignés par l'Académie. Ce qui est intéressant, c'est que l'Académie nationale des sciences, arts, lettres du Bénin est une entité qui est directement rattachée à la présidence de la République. C'est un avantage. Cela veut dire que les recommandations de ce séminaire vont parvenir, je peux dire très rapidement, en haut lieu, donc sans intermédiaire, sans lourdeur administrative. Et donc évidemment, le souhait, c'est qu'on n'ait pas passé 2 jours ici pour rien et que ces recommandations que je trouve très pertinentes soient prises en compte pour le développement du Bénin.